Sécurité routière, un défi transfrontalier, c'est le thème du Forum international sur la prévention routière que Bamako abrite. Les autorités de transition burkinabé souhaitent réviser la Constitution. Un projet de loi a été adopté ce mercredi 6 décembre. Les joueurs U17 entre trajectoire linéaire et sortie de route à suivre en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité. Depuis ce jeudi, le Mali abrite le Forum international sur la prévention routière, placé sous le thème « Sécurité routière, un défi transfrontalier ». Ce forum de 3 jours regroupe les 15 pays de la CEDEAO et bien d'autres. L'objectif est d'échanger sur les principaux piliers de la stratégie nationale de la sécurité routière. Soumaïla Fani. Dans le cadre de la sécurité routière, le Mali reçoit ce jeudi 7 décembre plus de 200 participants venus de divers horizons, dont les ministres burkinabés et nigériens des transports. Objectif, échanger sur les principaux piliers de la stratégie nationale de la sécurité routière, parmi lesquels la gestion de la sécurité routière, la sécurité des véhicules, mais aussi le comportement des usagers. Vous savez, la sécurité routière a une dimension internationale, une dimension africaine, mais également une dimension sous-régionale. Donc c'est pourquoi le Mali aujourd'hui qui assure la présidence de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest a initié cette rencontre-là pour inviter l'ensemble des pays membres de la CEDEAO, les 15 pays membres, mais également l'Afrique et le reste du monde à venir échanger avec nous sur les défis et les perspectives de la sécurité routière. Placé sous le thème « La sécurité routière, un défi transfrontalier ». Ce forum de 3 jours permet de dégager la politique régionale de la CEDEAO en matière de sécurité routière et son plan d'action. La CEDEAO a constaté que la sécurité routière est un problème au niveau de la région et que le nombre de décès même dépasse le taux dû à la Covid-19. Et en matière aussi de coûts, on s'est rendu compte que sur le PIB régional estimé à 700 milliards de dollars, le coût des accidents peut représenter 3 à 5% du PIB, soit 20 milliards de coûts. Donc ça c'est énorme. Il va falloir faire quelque chose. Il ne va pas rester les bras croisés, il va falloir vraiment faire des actions. C'est là que la CEDEAO a élaboré une étude pour faire d'abord un diagnostic régional de la sécurité routière. Et ce diagnostic a amené maintenant à élaborer un plan d'action, une politique de sécurité régionale et un plan de suivi-évaluation. Sur le plan national, les statistiques annuelles moyennes d'accidents de la route révèlent une croissance qui nécessite, selon le patron de l'ANASER, un programme robuste de prévention pour la nouvelle année. Au Mali, malheureusement, chaque jour, nous perdons 2 personnes environ des suites des accidents de la circulation routière. Et nous avons des pics, malheureusement, d'accidents au niveau de la fin d'année, comme vous venez de l'évoquer. Donc c'est pourquoi on a même choisi de faire ce forum-là pour la fin d'année, pour nous permettre d'abord de pouvoir faire un programme robuste pour l'année 2024, mais également terminer l'année avec des actions concrètes sur le terrain, notamment les contrôles routiers inopinés, mais également les contrôles de sensibilisation des usagers de la circulation routière, aussi bien en milieu urbain que sur les réseaux routiers internationaux et interurbains. Durant ces travaux, il sera aussi question d'évoquer tout ce qui concerne les soins post-accident, d'où la présence à ce forum des professeurs de médecine, mais aussi des secouristes pour partager ensemble les voies et moyens qu'il faut mettre en place. Pour mieux répondre aux attentes de la population en termes de sécurité sur l'ensemble du territoire national, le comité consultatif de sécurité des communes du district de Bamako a lancé ses activités ce 7 décembre. Djeneba Samaki. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité a lancé aujourd'hui 7 décembre 2023 à Bamako les activités du comité consultatif de sécurité des communes du district de Bamako. Ces comités, selon les acteurs, visent à faire face aux multiples défis de bonne gouvernance de sécurité, respect des droits humains et de l'état de droit afin de mieux répondre aux attentes de la population. Les comités communaux de sécurité ont 3 objectifs principaux. Évaluer la situation sécuritaire, faire des propositions à l'endroit de l'exécutif local et acteurs du secteur de la sécurité, et enfin,
contribuer à l'échange d'informations, à la sensibilisation et à une meilleure prise en compte des préoccupations de nos populations. Nous sommes aujourd'hui à 16 comités consultatifs de sécurité installés et outillés au niveau régional, ainsi que 32 comités consultatifs de sécurité au niveau communal. La cérémonie de lancement de ce matin portera le nombre de comités installés au nombre de 38, ce qui est à la fois une avancée significative, mais aussi un défi énorme au regard du nombre important de communes dont le comité reste à installer. À noter que ces comités consultatifs sont déjà installés dans toutes les régions du pays, hormis Bajangara, Douanza, Kidal et Menaka. Ils sont chargés d'évaluer la situation sécuritaire, d'émettre des avis et des recommandations à l'exécutif local et aux acteurs de la sécurité et de contribuer à l'information des populations quant aux mesures prises pour répondre aux besoins de sécurité. Et nous avons mis en place des cadres de dialogue au niveau de chaque commune du district pour permettre des échanges et la définition des attentes de priorité des organisations de femmes et de jeunes et plus largement des citoyens. À la suite des échanges entre les populations et les acteurs du secteur de la sécurité de leur ressort, des recommandations seront produites au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité qui se chargera ensuite de les transmettre au président du Conseil national à la réforme du secteur de la sécurité, à savoir le Premier ministre, chef du gouvernement. Les femmes des 12 communes du cercle de Bankas ont dénoncé hier, mercredi 6 décembre, à travers une marche pacifique, les enlèvements répétitifs de cars de transport en commun et des personnes sur l'axe Badiangara-Koro. Paul Yapinguesson. Les femmes du cercle de Bankas, dans la région de Mopti, ont organisé une marche pour réclamer la fin de l'insécurité dans leur localité. Pour Alaï Guindo, un habitant de Bankas, depuis le début du mois de novembre dernier, plusieurs dizaines d'hommes ont été enlevés sur la RN15 et restent toujours introuvables. C'est le blocus. C'est à cause de l'insécurité. Les enlèvements de cars et autres là, sur le tronçon Bankas-Bangara, précisément entre Paris et Fongodia. Voilà. Leurs mères, épouses et sœurs ont décidé de manifester afin d'appeler les autorités de la transition à s'impliquer davantage pour la sécurisation des SEC. Une médiation a été conduite par le préfet des SEC afin de faire baisser la tension. On a envoyé une délégation ce matin, composée d'un de mes adjoints, composée aussi des conseillers religieux, chrétiens et musulmans, des forces de sécurité, police, gendarmerie, garde. Donc ils sont partis à Timal, ils ont négocié avec eux, ils ont parlé, ils ont pris la doléance et ils ont enlevé la barrière. Donc ils sont revenus à la barrière, là, le mot d'ordre est fini, tout le monde est rentré chez eux. Selon le préfet Ali Sidibé, les revendications s'articulent autour de 3 points principaux. Et ils ont demandé la sécurisation du pont Parou-Sorobia et de la RN15. Deuxième point, la libération de tous les otages qui ont été pris sur la route et la sécurisation du pays de Gon. Pour rappel, un car de transport en commun en provenance de Bankas a été enlevé le mardi 28 novembre dernier par des hommes armés non identifiés. L'incident s'est produit entre Parou et Songobia sur la route nationale 15. Les passagers ont été ensuite relâchés 3 jours plus tard. Le 7 novembre dernier, 3 cars ont été enlevés au même endroit. La situation inquiète les populations de Bankas et de Bandiagara. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement du Burkina Faso a adopté le mercredi 6 décembre un projet de loi révisant la Constitution. D'amples informations avec Aïssata Maïga. Décidément, les similitudes ne se comptent plus entre le Mali et le Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a adopté mercredi 6 décembre un projet de loi révisant la Constitution et consacrant désormais les langues nationales comme langue officielle, à la place du français qui est relégué au rang des langues de travail. Le projet de loi qui doit encore être voté par l'Assemblée législative de transition prévoit également l'institution de mécanismes traditionnels et alternatifs de règlement des différends. Depuis quelques mois, plusieurs manifestations pour l'adoption d'une nouvelle constitution ont eu lieu dans le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022, avait promis une modification partielle de la Constitution
en octobre. Le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela a assuré vendredi dernier, je cite, « L'écriture d'une nouvelle constitution est une question de souveraineté politique, économique et culturelle. Nul ne peut s'épanouir réellement à partir des concepts d'autrui. » Parlons sport. Reconnus pour leur talent, plusieurs joueurs ont marqué la sélection U17 du Mali. Si certains font de bonnes carrières, beaucoup se sont perdus en route. Un dossier signé Assitoumani Koulibaly. Ibrahim Diarra, Amidou Makalou, ces deux noms sont sur toutes les lèvres après le très beau parcours du Mali à la Coupe du Monde U17 qui a vu l'équipe terminer 3e de la compétition. Deux joueurs brillants d'une équipe enthousiasmante qui a marqué 18 buts en 7 matchs. Le premier, Diarra, capitaine de l'équipe, a reçu le soulier d'argent comme deuxième meilleur buteur avec 5 buts à égalité avec 2 autres joueurs derrière l'Argentin Augustin Roberto et ses 8 buts. Diarra, que certains médias affirment s'être déjà engagé avec le FC Barcelone où il a récemment effectué un essai, a également délivré 4 passes décisives. Le très talentueux Amidou Makalou a été désigné deuxième meilleur joueur du tournoi. Avec une activité incessante en milieu de terrain, de nombreux duels remportés et une technique soyeuse, celui que l'on compare déjà à N'Golo Kanté a tout d'un futur grand. Mais les promesses n'ont pas toujours de confirmation. Certains cas au Mali le prouvent, d'où la question d'un bon environnement pour les joueurs et surtout d'un choix de carrière judicieux. U17, les joueurs sont encore en formation, donc là, ils poursuivent leur formation juste après la compétition. Et maintenant, les choix sont très importants à ce niveau. Et souvent, les joueurs vont dans des équipes où ils ne jouent pas assez, ou bien ils se retrouvent même dans des environnements assez hostiles. Et avec leur âge, il est difficile d'appréhender l'environnement. Et finalement, souvent, ceux qui n'arrivent pas à tenir sur le plan mental vont faire autre chose. Ceux qui arrivent à le faire arrivent à monter. Et ce n'est pas un cas typiquement malien, mais c'est en général, on voit le plus souvent les bébés champions ne réussissent pas au haut niveau. Là, lorsqu'ils sont chouchoutés très jeunes, ils se prennent pour... Bon, souvent, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent, ça dépend de l'encadrement qu'ils ont à la suite, ça dépend aussi des choix sportifs qu'ils font, ça dépend aussi de la gestion de la pression. Dans la génération de 2015, qui a disputé et perdu la finale face au Nigeria de Victor Osimhen, seuls 4 joueurs ont pu tirer leur épingle du jeu. 3, Mamadou Fofana, Amadou Aïdara et Sékou Keïta sont depuis des internationaux et jouent des rôles plus ou moins importants au sein de leur club. La plupart des autres végètent dans des championnats mineurs. Le cas de la génération 2017, qui a disputé une demi-finale en Inde, est encore plus significatif. Le capitaine Mohamed Kamara, aujourd'hui à l'AS Monaco, et Cheikh Doucouré, qui évolue à Crystal Palace en Angleterre, sont en train de bâtir leur carrière. Pas leurs coéquipiers de l'époque, notamment le très fin Abdul Salam Agdjidou. Après une excellente Coupe du Monde, il pose ses valises à l'AS Monaco. Après 5 ans dans les équipes de jeunes, il s'est engagé en septembre dernier avec l'AS Sétif d'Algérie. Lassana Ndiaye, deuxième meilleur buteur en 2017, s'est lui aussi très tôt engagé avec le CSKA Moscou. Après des prêts en Suède et dans d'autres clubs russes, il s'est exilé en Bulgarie avant de s'engager en Serbie au Radniki Nice. Cette saison, il n'a disputé pour l'heure qu'une seule rencontre. À l'international, ce jeudi 7 décembre, le sommet Chine-Europe s'est ouvert à Pékin, 4 ans après la dernière édition. Durant 2 jours, les dirigeants chinois et européens tenteront de renouer une relation de confiance. Assitoumani Koulibaly. Au menu de ce sommet, les tensions commerciales entre les deux blocs, le rôle ambigu de Pékin dans la guerre en Ukraine, les questions climatiques et environnementales, du numérique ainsi que des droits de l'homme. Les dirigeants discuteront également des questions internationales et de la gouvernance mondiale. Ce 24e sommet UE-Chine, le premier depuis 4 ans, s'ouvre dans un contexte assez tendu dans les 2 relations entre la Chine et l'UE qui semblent s'être détériorées depuis la pandémie de la Covid-19. Ursula von der Leyen,
président de la Commission européenne, a rappelé que la Chine demeurait le plus important partenaire commercial de l'Union européenne avant de regretter des déséquilibres et différences qui doivent être traités. Pour le président chinois Xi Jinping, il est plus que nécessaire de répondre ensemble aux défis mondiaux et travailler ensemble afin de promouvoir la stabilité et la prospérité dans le monde. De son côté, Charles Michel a lui assuré que l'UE souhaitait une relation stable et mutuellement profitable avec la Chine. Nous sommes unis pour être engagés dans la poursuite d'une relation stable et mutuellement profitable avec la Chine, un engagement et une relation que nous souhaitons fonder sur des principes de transparence, de prévisibilité et de réciprocité. Alors très naturellement, nous allons aujourd'hui promouvoir nos valeurs européennes, y compris les droits humains et la démocratie. Naturellement, nous allons également défendre nos intérêts légitimes. À l'issue de ce sommet, selon des experts, il est peu probable que les deux parties obtiennent chacune ce qu'elles veulent de l'autre en mentionnant que l'Union européenne n'a aucune confiance en Pékin. Pour rappel, à la veille du sommet, selon une dépêche de l'AFP, une source au sein du gouvernement de Giorgia Meloni a indiqué que l'Italie se retirait de l'accord avec la Chine sur la nouvelle route de la soie. Avant son arrivée au pouvoir fin 2022, la première ministre italienne Giorgia Meloni avait déclaré que l'adhésion de son programme d'investissement massif de Pékin était une grave erreur. Le Mali cherche la bonne température. C'est la une du journal du Mali cette semaine. Le pays fait partie des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde. Alors que se tient actuellement la COP28, l'urgence climatique n'a jamais été aussi présente. À lire également dans ce numéro 452, Kidal, le Paris-Gamou, ou encore la détention de l'artiste malien Youssouf Tapo en Côte d'Ivoire. L'hebdomadaire est téléchargeable sur le site www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs, et merci d'avoir suivi cette édition. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.